Comme tous les jeudis soirs pour un débriefing complet de l'actualité high-tech. Merci d'être là. Vous le savez, chaque jeudi à 18h, 18h30 sur 01net TV, on est en direct pour traiter ensemble de toute l'actualité high-tech avec nos invités qu'on va vous présenter dans un instant. Mais auparavant, il est à mes côtés, plus en forme que jamais. Lui, c'est Jérôme Colombin. Ça va, Jérôme? Salut François, salut à tous. Excuse-moi, j'avais les yeux sur l'écran. J'étais en train de lancer notre diffusion sur YouTube et ça y est, nous sommes en live sur YouTube. On a juste perdu 30 secondes. Bon. Très bien, Jérôme, c'est important cette précision technique. Tu as voilà. tout à fait raison. Bah, écoute. Alors, au menu de ce 01 Live, plein de bonnes choses, les amis. On va parler dans un instant du plasma. Vous connaissez le plasma, cette technologie qui a été quand même complètement révolutionnaire dans le monde des écrans plats. Ouais. Eh bien, le plasma est en train de disparaître. Et oui, puisque Samsung a décidé de tout arrêter. Il n'est pas le seul et on va donc ouvrir ce gros dossier du plasma avec notre spécialiste maison, Pépé Garcia, qui est avec nous. Oui, et autant vous dire que vous pouvez d'ores et déjà poser toutes vos questions à Pépé sur Twitter, le 01 Live Hebdo. Attends, Pépé, parce que là, on est dans le menu, c'est pas maintenant que j'interviens, en théorie. Si retiens-le encore. Fais attention. Ne le lâche pas tout de suite. Il est déchaîné. Ne le lâche pas tout de suite. Tout à l'heure, avec Delphine Sabatier, on va parler aussi de YouTube qui met la pression sur les opérateurs télécoms, hein, Jérôme. Ouais, elle va nous expliquer ça. Ça commence aux États-Unis, mais ça pourrait bien arriver en France et ça va faire du bruit. Ils sont pas contents, les opérateurs. Christopher Similelli est juste en face de moi. Vous le voyez pas, c'est normal, il est derrière la caméra et il tient en main un téléphone que le monde entier, les geeks veulent s'arracher. Autant vous dire qu'il est venu avec 2 vigiles ici dans le studio. Il a le OnePlus One. Eh oui, c'est the téléphone. Vous allez voir qu'il a plein de particularités. On le découvrira, tiens, d'ailleurs, à travers une petite vidéo très amusante qui est vraiment bien. Voilà, qui existe. Mais c'est pas nous qui l'avons faite, donc c'est pour ça que je cherchais mes mots. Voilà, et ça sera la petite surprise. Et puis, on terminera avec une conclusion qui va vous faire plaisir, puisqu'on va vous offrir des cadeaux virtuels, des applis. C'est notre grand concours Facetune qui va commencer et Delphine Sabatier reviendra nous en parler tout à l'heure. Voilà, c'est le sommaire d'un 01 Live qui s'annonce plutôt riche. Soyez les bienvenus sur 01net TV. Live Hebdo que vous pouvez suivre comme chaque semaine. Vous le savez sur 01net.com, sur YouTube, sur Dailymotion et sur la Live TV d'Orange. Bravo. Tu as tout dit, Jérôme. Je crois qu'on peut y aller. Merci. C'était donc 01 Live Hebdo. Non, on va commencer bien sûr par notre question, vous le savez, 01 Orange. Sondage qu'on vous pose toutes les semaines sur 01net.com. Rappelez-vous, la semaine dernière, on s'intéressait à la high-tech en vacances. Quel produit high-tech emportez-vous en vacances? C'est la question qu'on vous posait. Regardez les résultats. D'ailleurs, on salue tous ceux qui nous regardent au bord de l'eau, sur la plage, à la campagne, tranquillement, parce qu'ils sont connectés, parce qu'ils sont en 4G. À Paris, il pleut, donc voilà, merci beaucoup. C'est très sympa. Alors, premier, cool, 29% smartphone, forcément. Qu'est-ce qu'on ferait, Jérôme, sans smartphone en vacances? Pas grand-chose. Qu'est-ce qu'on a en numéro 2? On a la tablette. Si Bérangère peut nous remettre, voilà, le petit... Non, c'était pas celui-là, Bérangère, c'est celui qui est juste avant. C'est pas grave. Donc, tablette, liseuse en 2 avec 19%. Appareil photo ensuite, ordinateur, enceinte connectée. Caméra vidéo, console de jeu, hotspot 3G Wi-Fi, et puis vous êtes 1% à décrocher. C'est bien, c'est normal. Oui, enfin ça fait pas beaucoup, ça fait que vous êtes quand même 99% à ne pas décrocher. Cela dit, c'est normal, si on est sur 01net TV, c'est qu'on décroche jamais. Exactement. Cette semaine, on va donc parler de télé. Alors la question du jour porte sur la télé. Lorsque vous achetez un nouveau téléviseur, c'est vrai qu'on fait pas ça tous les 4 matins. Mais t'achètes pas une télé tous les jours? Moi oui, j'adore. Que regardez-vous et que cherchez-vous en premier? Est-ce un design, une belle image, un bon son? Est-ce que vous voulez une télé connectée, une télé en 3D? Ou alors, est-ce que vous achetez une marque en particulier, toujours la même? On a déjà une petite tendance. Si Bérangère peut nous montrer donc les résultats après quelques votes. Bon, au cas où vous l'aurez pas compris, c'est Bérangère qui réalise ce soir. Voilà. Eh bien donc, c'est la qualité de l'image qui visiblement vous intéresse et la connectivité vient en 2e position. C'est intéressant ça, je trouve. C'est pas mal. Non, mais ce qui est rassurant, c'est que malgré tout, on achète une télé pour sa qualité d'image. Et ça, c'est plutôt bien. Par cool. contre, la 3D, c'est pas vraiment ça. Pour l'instant, on est à 0%. Donc, c'est pas terrible. Ça a été quand même un beat, cette histoire de 3D. Ouais, c'est dingue. Ladies and gentlemen, à 18h05, il est à nos côtés, plus en forme que jamais. Il n'arrête jamais, justement. Lui, c'est Pépé Garcia. Mais bonjour les garçons. Comment ça va, mon grand? Écoutez, ça va, vous m'avez dit, revenez de vacances, c'est une super émission. On va parler de téléviseurs LCD. Même pas ça d'ailleurs. Non, c'est même pas de plasma, revient. Écoutez, je reviens.
Voilà, alors, je suis là et je suis content. Pour se remettre un petit peu dans le bain, Pépé, c'est une actu qui est tombée cette semaine. Samsung l'a annoncé. Samsung arrête la fabrication de téléviseurs plasma, Jérôme. Exactement. Alors après NEC, après Hitachi, Pioneer, Sony, Toshiba, Panasonic, eh bien oui, c'est le tour de Samsung. Finalement, il n'y a plus que LG et quelques fabricants chinois qui fabriquent encore des téléviseurs plasma. On est donc en droit de se poser la question, le plasma est-il mort, Pépé? Mais j'aime pas le mot mort parce que ça fait quand même... Non, personne on peut dire décédé des pixels. Voilà, décédé des pixels. La pauvre bestiole, ouais, mais pour moi, quand même, il y a un petit problème, c'est qu'en effet, je crois qu'il n'en a plus pour longtemps parce que les marques qui continuent à le mettre sous la tente oxygène, ça durera pas, quoi. Il y a encore, on trouve quelques petits modèles, quelques marques qui en font en Chine avec des no-name. On trouve LG qui est encore résistant, mais quand on voit tous les acteurs qui ont déserté le segment, c'est quand même du délire. Pourquoi le plasma s'arrête-t-il? Moi d'abord, j'adore, il faut savoir que on est peut-être plusieurs autour de cette table, moi j'adore la technologie plasma, c'était un truc c'est un mes premiers kiffs quand j'étais beaucoup plus jeune, j'avais pas de cheveux, beaucoup plus jeune, j'étais là, j'ai vu mes premiers écrans plasma, c'était des NEC, l'image était orange, je m'en foutais, c'était plat, je m'en fous, c'était génial, ça coûtait 125 000 €, j'étais là, waouh. Mais ça c'est parce que c'était les premiers écrans plats. C'était les premiers, et j'ai dit c'est génial, et puis ça a vite évolué. J'ai aimé cette technologie parce que je trouvais que le noir était très profond naturellement, il n'y a pas besoin de pousser derrière. Par contre, pourquoi est-ce que ça a pas... On avait une qualité d'image naturelle. Naturellement contrastée. Très cinéma aussi. Mais le problème, c'est que ces débuts un peu chaotiques du plasma, avec une sorte de légende urbaine, du genre, le mets pas au soleil, il va changer de couleur, ce qui était vrai au début, il n'y avait pas de filtre, et les UV avaient un effet sur les luminophores et changeaient de couleur, ils viraient orange au bout d'un an et demi. Tout ça continue à poursuivre un peu le plasma, même dans le grand public après. Le problème maintenant, c'est que c'est un produit qui est lourd, qui consomme beaucoup d'énergie, et qui malheureusement, malgré les annonces de Panasonic et autres, n'a jamais évolué vers l'Ultra HD. C'est-à-dire qu'au moment où tout grimpe au niveau de la définition, on a dit le plasma, le pépère, il va rester en Full HD, il va rester à consommer beaucoup parce qu'ils ont beau réduire la consommation, ça reste un truc qui consomme, et ça continuera un peu à faire du bruit, toujours un petit bruit qui fait bzzz, comme ça. Il y a toujours un fourmillement sur l'image qui est naturel sur le plasma, et une solarisation qui est tout à fait normale. C'est la solarisation, c'est un effet de postérisation, de couleur. Enfin, c'est très technique, je m'y connais vachement. Enfin, c'est beau. C'est énorme. Alors attendez, moi je pense que là, Pépé a mis le doigt sur quelque chose qui est important et on va tout de suite aller faire un petit tour justement à Paris du côté du siège de Panasonic France, puisque nous sommes en communication par Skype avec Christophe Desclous. Bonsoir. Peut-être des bonjours, le Christophe. Oh là là, et puis en plus c'est beau, il y a le truc publicité Panasonic derrière, c'est magnifique. Tu l'as fait, Christophe, il croit pas. Bonsoir Christophe. Je l'ai promis, je suis ravi d'être là avec vous. Salut Christophe, merci d'être là. Bonsoir à tous les trois. Et voilà Christophe. Et je suis ravi de pouvoir parler d'une technologie qui me tient à cœur tout autant qu'à Pépé, parce qu'on a connu ça dès 1998. Tous les deux. Je suis beaucoup plus jeune. Bon alors, Panasonic s'est désengagé du plasma l'année dernière, je crois. Hein. Notre gamme 2014 n'a plus de produits plasma dans sa gamme. Pourquoi? Donc, alors je vous cache pas, comme ça on mettra ça de côté, on en aura parlé, c'est que le marché a basculé énormément vers le LED. Donc le marché pesait à peu près 95% pour la technologie LED et 5% pour la technologie plasma. Nous, on a quand même continué à travailler sur la technologie plasma parce que Panasonic fabrique des produits premium, et donc la qualité d'image du plasma étant premium pour une certaine clientèle, un certain panel de consommateurs qui voulaient avoir cette qualité d'image. Nous avons continué à fabriquer des écrans plasma. Pourquoi on les a arrêtés? Parce que la technologie plasma ne permet pas, comme le disait Pépé tout à l'heure, ne permet pas la résolution 4K Ultra HD pour des questions de nombre de pixels sur la dalle. Pourtant, il y a eu des essais, non, de constructeurs de télé qui présentaient des plasmas qui étaient en 4K, non? Ouais, enfin moi je les ai pas vus personnellement, donc je vais pas pouvoir répondre là-dessus. J'ai pas vu la qualité de ces écrans, peut-être que Pépé les a vus lors de ses voyages. Ouais, j'en ai vu, mais des petites tailles, parce que figure-toi qu'il y a un truc qu'on m'a dit, mon cher Christophe, c'est parce que j'avais parlé justement à des gens à ce moment-là, que c'était en fin de compte carrément le poids de toutes les cellules plasma sur un écran, qui faisait que l'architecture ne pouvait même pas tenir le poids de tous les pixels. Il y avait un problème d'architecture en interne. Moi j'ai eu cette explication là aussi pour le problème du plasma. Juste une question concernant c'est vrai que c'est une technologie que les puristes aimaient. Hein. C'est vrai que nous, on est trois ici sur ce plateau. C'est cinéma. Voilà, je crois Plasmavore et Plasmophile. Voilà, nous sommes tous les quatre à avoir eu ou à avoir encore un plasma. C'est quand même dommage, non, de tirer un trait sur cette technologie qui, malgré tout, était
et avait toujours un public, c'est-à-dire les puristes de l'image et les cinéphiles. Oui, c'est sûr. Maintenant, les puristes de l'image vont vouloir, à un moment donné, avoir accès à la 4K. Donc, si la technologie ne permet pas d'amener de la Ultra HD, eh ben, on va avoir un problème de promesse vis-à-vis du consommateur. Le meilleur de la qualité d'image, mais on ne fait pas de 4K. Donc, il y a un souci. D'accord. Il y a Benoît qui nous dit justement, alors, on remplace par quoi notre plasma si on est justement cinéphile, si on aime les belles images? On remplace par des écrans Panasonic et désolé, j'y crois pas, mais, vous l'avez invité aussi. Non, vous allez dire on remplace par des écrans LG ou Sony. Vous ne faites pas l'inviter, quoi. La promesse de Panasonic, c'est de pouvoir restituer la qualité d'image du plasma sur ces écrans LED. Alors avec la série AX800 qu'on a sortie cette année, on s'y approche. Vous l'avez testé déjà sur 01net. Je vous laisse évidemment juge de la qualité que vous avez pu trouver avec les écrans X800, les écrans 4K. Ils sont bons, en LED Panasonic. Ils sont vraiment bons. Non, parce qu'il sans rigoler, oui. Non, mais le truc, c'est que bon, je connais la marque parce que je fais les salons aussi et Christophe, je connais bien. Le truc, c'est que la promesse de Panasonic, c'était on va sortir un téléviseur LCD à rétroéclairage LED qui a entre guillemets les caractéristiques du plasma. Ouais. C'est vrai ou pas? Ils y sont arrivés ou pas? Christophe, la parole de l'expert. C'est pas tout à fait le ratio de contraste, c'est pas tout à fait le même. Je veux dire, on arrive le plasma et le plasma, il y a une texture particulière et le LCD et le LCD. Mais par contre, c'est vrai que ça pousse. Ouais. Moi, je dirais plutôt, puisque Christophe on n'a pas employé le mot. Moi, je dirais OLED quand même pour l'avenir, OLED 4K, parce que ok, pour le moment, on est sur le LCD. Sauf que Panasonic ne fait pas d'OLED visiblement. Christophe. Allô. Mais Christophe passe sous un tunnel. Non, mais Panasonic, vous faites. J'ai aucune question et donc aucune réponse. C'est vrai, c'est très gentil. Nous maîtrisons la technologie OLED. On arrive à la faire convexe, concave. Dans tous les sens, c'est pas un problème aujourd'hui. La problématique se pose au niveau du modèle économique par rapport à la technologie OLED et à son coût. Donc aujourd'hui, on a une technologie LED qui marche très très bien. On va faire tout ce qu'on peut technologiquement pour l'amener à la qualité d'image et de maintenir notre promesse d'avoir une qualité d'image cinéphile avec la technologie LED. Si le marché est demandeur de technologie OLED, on a tout à fait la possibilité de sortir des écrans à technologie OLED. C'est pas un souci. Voilà, d'ailleurs, si vous voulez réagir, poser vos questions sur ce sujet, si vous êtes tout simplement un amoureux de belles images, vous pouvez le faire sur Twitter avec le hashtag 01live, tout simplement. Vous posez votre question avec le hashtag 01live. Moi, je me demande également s'il n'y a pas, puisqu'il y a une nouvelle guerre qui commence finalement, entre le plasma et même si le plasma va disparaître, et puis le LED d'aujourd'hui. Est-ce que l'appréciation, le ressenti des gens ne va pas changer? Parce que vous dites que vous êtes fou de plasma, mais quand on est devant un beau téléviseur LED qui pète, avec des images qui pètent et tout, on a l'impression que le plasma fait un peu terne aussi à côté. Alors le truc, c'est que justement le plasma étant en fin de vie, on a réussi à trouver des modèles qui étaient presque haut de gamme à des prix qui étaient quand même très intéressants, donc à 900, 800 euros. Mais pour avoir ce que vous dites, Jérôme, c'est-à-dire un écran LCD qui va entre guillemets bien péter et donner une impression, il va falloir taper dans plus cher. Ouais. C'est-à-dire que vous savez qu'il y a l'histoire de rétroéclairage, le Edge LED, le full LED en rétroéclairage. Je pense qu'un bon téléviseur LCD en grande taille, il faut quand même compter 1500 à 2000 euros. Alors qu'en plasma, on pouvait avoir presque la même chose en fin de carrière du plasma à des prix inférieurs. Mais je pense que le public, en fin de compte, lui, ce qu'il veut, c'est une belle image. Je ne sais pas s'il a tout à fait les mêmes critères que nous, parce qu'il faut toujours apprendre un peu au public ce qu'il doit regarder sur une image. Les gens vont dans les magasins, ils voient des super couleurs, les télés, ils n'arrivent pas trop à faire la différence. Le rendu du noir au début sur les LCD est quand même pas terrible. Les gens les ont achetés et pourtant le plasma était meilleur. Ouais. Donc il y a aussi un côté, je vais être méchant, un côté bourrage de crâne de la part des fabricants qui ont commencé à tout miser sur le LCD et dire le LCD, le LED c'est mieux parce que le LED ça n'existe pas, c'est le rétroéclairage, ce sont des LCD après tout. Et laisser tomber parce que je pense qu'il y a quand même un désaveu de la part de toute l'industrie. À un moment donné, le plasma était désavoué. On n'a plus poussé dessus, on n'a plus fait de pub, on n'a plus rien fait. Qu'est-ce qu'il fait? Il crève. C'est normal puisqu'on a arrêté d'en parler. Ouais, il sortait du marketing. C'est comme les vidéoprojecteurs. Les vidéoprojecteurs, on n'en parle presque plus alors que l'image est nickel maintenant et qu'on peut avoir une image de 2 mètres de large pour 1000 euros. Mais on n'en parle plus, c'est plus dans le trip marketing. C'est dommage. Est-ce que c'était pas aussi plus facile de fabriquer des dalles LED que des dalles plasma finalement? Non, je ne crois pas que c'était plus facile, même surtout pour Panasonic qui était moins cher.
Je ne sais pas si c'était trop cher. Non. Il y a eu une bascule, pour être tout à fait honnête, il y a, je pense, 5-6 ans, sur l'épaisseur de l'écran. La technologie plasma ne permettait pas, à cette époque-là, d'avoir des bords assez fins et de la profondeur fine. Et donc, au niveau du design, quand les consommateurs allaient en magasin pour choisir un écran et qu'ils voyaient là le design d'un écran plasma par rapport à un écran LED, la bataille sur le design était perdue. Donc, avec le temps et avec les gammes, par exemple, de l'année dernière en technologie plasma, on avait là réussi à faire des bords fins, une profondeur fine, mais la bataille du design, en tous les cas, était un peu perdue par rapport à celle des écrans en technologie LED. Merci Christophe. Merci Christophe, merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct par Skype ce soir. Merci, bonne soirée. Et voilà, et pour tous les fans de téléviseurs plasma, est-ce qu'il reste encore des modèles Panasonic qui traînent parfois en fan Dans stock, les brocantes, dans les magasins? Je sais pas, vous avez employé le mot, un traîne, quoi. Non, mais bon. Mais oui, voilà. il y a toujours, on trouvera toujours des téléviseurs plasma un peu partout, parce que la durée de vie quand même est vachement plus forte qu'au début. C'est vrai que les premiers téléviseurs m'ont fait très très peur. Au bout d'un an et demi, ça n'allait plus du tout. Maintenant, on peut dire que les dalles, elles ne marquent plus. Il y a tout un tas de légendes urbaines qui ont contribué à l'accélération du final de la vie du plasma. On a commencé à dire des trucs abominables. Quand le LED est arrivé, on a dit de toute façon, n'importe comment, le LED c'est l'avenir, le plasma il a ci, il a ça, il a ci. Oh les loulous, le plasma il a une très belle image quand même. Au revoir. Pépé, Voilà. à bientôt. Mais merci de m'avoir invité, c'est très cool. merci d'être venu Pépé. Merci. Voilà, Pépé que vous retrouvez en ce moment tous les vendredis dans De quoi je me mail sur rmc.fr. Voilà. Bon, allez, on change d'univers maintenant. Ouais, enfin on peut peut-être rester un instant sur l'univers de la télé avec un petit rappel de la question orange. Le plus important lorsque vous achetez une télé, pour vous, c'est quoi? Eh bien, c'est toujours une belle image, si l'on en croit le sondage. À 73%. À 73%. Voilà. Voilà. Après, nous avons qu'elle soit connectée à 14%, un beau design, 8% à peine. Et enfin, qu'elle soit 3D. On est passé à 3% pour la 3D, c'est cool. La 3D remonte, c'est bon. Vous avez vu l'écart entre le premier et le deuxième, 74% et 13%, c'est que le reste. Voilà, les gens ils veulent une belle image, quoi. Ils veulent que ça soit du cinéma. C'est une bonne nouvelle. Et c'est une bonne nouvelle. Voilà, 18h17, vous êtes sur 01net TV, vous nous regardez sur YouTube, sur Dailymotion ou sur 01net.com. Soyez les bienvenus. Jusqu'à 18h30, c'est le débrief de l'actualité high-tech. Et après le plasma, nous allons recevoir notre Delphine Sabatier pour notre Zoom Actu, comme chaque jeudi. Voilà, je vous rappelle le hashtag pour réagir en direct sur Twitter, hashtag 01live, vous posez votre question, elle arrive en temps réel sur la petite tablette qui est ici présente. Delphine Sabatier, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Delphine. Alors Delphine, tout le monde le sait, regardez YouTube, ce n'est pas toujours facile à certaines heures de la journée, eh bien il faut le dire, ça rame. À qui la faute ? YouTube et les fournisseurs d'accès se renvoient la balle. Et aux États-Unis, YouTube vient de prendre une décision, une initiative qui risque de faire grincer des dents. Ils ont décidé de comparer les débits des opérateurs et de prendre les internautes à témoin. Autant dire que les fournisseurs d'accès risquent de ne pas apprécier du tout. Hein. Oui, ça peut un peu les énerver, effectivement. C'est assez étonnant parce que ce n'est pas du tout son job, mais YouTube s'est mis effectivement à analyser toutes les connexions entre ses utilisateurs et ses propres serveurs. Alors, avec l'adresse IP, il est même capable de localiser son internaute et du coup de donner des vitesses moyennes de débit selon les opérateurs, l'endroit où il se trouve et ses heures de connexion. Donc, concrètement, si vous regardez une vidéo YouTube aux États-Unis et que vous rencontrez des problèmes de connexion, eh bien, le site va vous proposer de cliquer sur un petit bandeau bleu et ça va vous afficher les débits offerts par votre FAI, mais aussi par ses concurrents près de chez vous. Et alors cette fonctionnalité, d'abord lancée aux États-Unis, pourrait rapidement débarquer en France parce que YouTube aussi a des comptes à régler avec les opérateurs français. Donc on peut dire que c'est un règlement de compte entre YouTube et les opérateurs. Disons qu'à l'évidence, c'est un outil de pression sur les FAI. Avec cette fonctionnalité, le plus gros site de vidéo au monde va désigner coupable quand même. Cet indicateur ne concerne que la connexion entre l'opérateur et YouTube. Donc on ne sait pas comment notre opérateur traite les autres services web. Par ailleurs, les statistiques ont un gros défaut, celles de YouTube, elles ne délivrent aucune explication. Donc pourquoi le débit chute? Pourquoi tel FAI semble meilleur? Aucune info donnée non plus sur les éventuels incidents intermédiaires entre son FAI et les serveurs de YouTube. On a une moyenne
sans référence ni commentaire, et au final des infos un peu vagues et même, je trouve, perturbantes pour l'utilisateur. Doit-on pour autant changer de fournisseur d'accès quand on constate que son débit n'est pas terrible? Est-il certain que l'herbe est plus verte ailleurs? Un FAI qui est bon sur YouTube est-il forcément bon sur les autres services web? Alors voilà, le principal point positif que je vois dans cette affaire, c'est quand même que ça va faire bouger les FAI. Et déjà, notre journaliste Gilbert Kallenborn a publié justement la réaction courroucée d'Orange, et je vous conseille la lecture de cet article. Oui, qui est sur 01net, là, qui est arrivé il y a quelques minutes d'ailleurs. Et alors pourquoi ce bras de fer avec YouTube, c'est-à-dire avec Google en fait? Oui, alors c'est simple, YouTube est un service de plus en plus gourmand en ressources. Or, Google ne veut pas mettre la main à la poche, il ne veut pas participer à l'accroissement des capacités. Le géant du web juge que c'est la responsabilité déjà payée pour ça par les utilisateurs. En face, les opérateurs, ils grincent des dents parce qu'ils estiment que les seules exigences de YouTube sont devenues totalement délirantes et qu'en conséquence, le site doit aussi participer au coût. Alors en France, on le sait tous, Free tient la dragée haute à Google puisqu'il refuse d'augmenter la taille de son tuyau rien que pour les besoins de ce service et il l'oblige ainsi à se sentir concerné. Oui, parce que nous, dans cette histoire, nous, utilisateurs, on se retrouve en fait au milieu de cette bagarre, pris un peu en otage. Comment sortir en fait de cette histoire ? Alors, bientôt, je pense, parce qu'avec ce que vient de faire YouTube, on devrait atteindre le pic de la crise. Là, Google joue un coup à deux bandes, véritablement. Alors, d'abord, il montre du doigt les opérateurs et donc dit clairement qu'il ne paiera pas. Et ensuite, Google invite implicitement les opérateurs à privilégier YouTube plutôt que les autres fournisseurs de services. Et c'est là qu'entre en scène un troisième acteur, l'ensemble des fournisseurs de contenu qui ne vont pas accepter d'être moins bien traités que YouTube par les opérateurs. Donc déjà en France, certains services se sont organisés, ils ont adopté un outil de monitoring indépendant et gratuit. Et c'est comme ça qu'on a appris, selon Cedexis, que 25% des Français aujourd'hui mettraient plus de 10 secondes pour accéder aux plus grands sites d'information nationaux. Pour accéder, ouais. Ouais. 10 secondes, c'est énorme. Et alors, il y a pire comme info, c'est que 18 pays en Europe accéderaient plus rapidement à ces mêmes sites depuis un de ces pays plutôt que depuis une connexion hexagonale. Donc on voit quand même qu'il y a un gros problème. Pour le patron de Cedexis, la France s'est endormie sur ses lauriers et les opérateurs et le gouvernement doivent maintenant accélérer le déploiement du très haut débit. J'ai un autre témoignage d'un spécialiste sur la qualité des réseaux. C'est le président de Whitby qui dénonce la méthode employée par YouTube et Google, mais il appelle quand même les opérateurs à rétablir la confiance avec leurs clients, retravailler leur réseau, la qualité de l'expérience utilisateur. Globalement, la France serait donc à la traîne sur les réseaux. Et de l'avis de beaucoup, je termine par une petite mauvaise nouvelle, quelle que soit l'issue du bras de fer avec Google, il est probable que nous soyons obligés de payer plus cher nos abonnements à l'avenir si on veut revenir dans un cadre de prestations réellement satisfaisante. Oui, mais le problème, c'est un peu contradictoire avec cette guerre des prix que se livrent en ce moment les opérateurs. On le voit encore avec Bouygues Télécom qui casse les prix, notamment sur la fibre optique. Bouygues est dans une situation assez particulière aussi. Ouais, c'est clair. Il faudra choisir entre le low cost ou YouTube. Ou YouTube en HD. Bon, alors on est un peu concerné parce qu'on est diffusé sur YouTube aussi, donc c'est pour ça que c'est un sujet un peu sensible. Disons que tout le monde a besoin de tout le monde. Il faut que YouTube soit conciliant, que les opérateurs mettent aussi la main à la poche et peut-être nous aussi un petit peu. Et puis Delphine, comment vous regardez si vous n'êtes pas en HD? C'est pas possible. Ouais. C'est vrai. Vous-même. Alors. Ah oui, c'était un compliment en fait. C'était un compliment. Mais merci. Merci non, mais ce qui est bien, c'est qu'on peut, même sur un débit pas terrible, on peut quand même regarder les vidéos de 01net TV. Oui, c'est vrai. Ça marche aussi. C'est super. Vous restez avec nous, Delphine, parce qu'on va vous retrouver en fin de programme pour parler de cette initiative et des cadeaux que va vous offrir 01net. Bon, vous avez entendu parler du OnePlus One, les amis? Non, vous ne savez pas ce que c'est? Alors Christopher Seminelli nous rejoint tout de suite et vous explique ce dont il s'agit. Eh bien, le OnePlus One, c'est le smartphone qui fait le buzz en ce moment parmi les geeks. Pourquoi? On va y revenir en détail dans un instant parce qu'il est puissant, parce qu'il fonctionne avec un Android très particulier, cyanogène. Il coûte moins de $300. Le prix, c'est du délire pour ces spécificités-là.
Et pour tout comprendre, tiens, on va vous proposer tout de suite une petite vidéo. Oui. C'est notre JRI, Florian, qui l'a eu entre les mains et ça l'a rendu un peu fou. Il s'est complètement lâché. Il faut dire quand même que Florian est geek. Il nous suit depuis très longtemps sur ZeroNet TV, même à l'époque de la chaîne Techno. Et il s'est un petit peu lâché sur cette vidéo. Voilà, il vous présente le OnePlus One en 1 minute. 1 + 1 = 2, jusqu'ici tout va bien. Après j'ai compris que c'était le nom d'un smartphone et qu'on disait OnePlus One en anglais. Je l'ai pris dans mes mains, je l'ai regardé, je l'ai retourné, je l'ai re-retourné, j'ai allumé l'écran en tapant 2 fois dessus et puis j'ai vu. Un écran 5,5 pouces Full HD, Android 4.4 KitKat avec CyanogenMod 11S, un processeur Snapdragon 801, 3 Go de RAM, 64 Go de mémoire, un appareil photo 13 mégapixels à l'arrière et 5 mégapixels à l'avant, une batterie de 3100 mAh. Je me suis dit que ça devait coûter super cher. En fait, pas du tout. Pour 300 €, je n'ai jamais vu un smartphone de cette qualité. Je suis bluffé. J'ai lancé un benchmark, et là, c'est le meilleur smartphone actuellement. Les jeux vidéo tournent bien, les photos sont correctes, sans plus, et l'autonomie est bonne. J'ai regardé le LG G3 à 600 €, j'ai regardé le OnePlus One à 300 €, j'ai regardé le Galaxy S5 à 700 €, j'ai regardé le OnePlus One à 300 €, j'ai regardé l'iPhone 5S à 900 €, j'ai regardé le OnePlus One à 300 €, j'ai commencé à pleurer. Après, j'ai vu la galère pour en obtenir un et j'ai compris que les gens ne pouvaient pas en acheter. J'ai relativisé. Le OnePlus One est beau, puissant et abordable, mais indisponible. J'ai testé le OnePlus One, qu'en pensez-vous ? Salut à tous, nous allons vous... Ah non, ça sera tout à l'heure. Ça, c'est pour tout à l'heure. Attention, Bérangère, mais c'est bon, on a encore 4 minutes. Non, pas trop vite. Bravo à Florian donc, qui nous a fait cette petite vidéo à la manière bref, très sympa. Christopher Simili, merci d'être là. Bonsoir. Bonjour Jérôme, bonjour François. Voilà, salut rédacteur en chef du labo. Christopher, alors... On n'a plus rien à dire. Tu l'as dans les mains, tellement de Christopher, talent, le OnePlus Florian One. a tout dit. Il est là. Alors, tu là. l'as apporté avec d'autres smartphones pour qu'on puisse faire un petit peu la comparaison. Voilà. Mais d'abord, il faut que tu nous racontes un petit peu l'histoire de ce smartphone qui, entre nous, n'intéresse que les geeks. Hein, on est d'accord. Oui, mais ça tombe bien, on est entre geeks. Là. Mais dans la geekosphère, si je puis me permettre, ce mot de vocabulaire, ça fait un carton. Pourquoi ? Alors, déjà, c'est vrai que l'histoire est hyper intéressante à raconter. Le OnePlus One est là sur le plateau de ZeroNet TV, mais c'était quand même une sacrée grosse galère pour qu'il vienne parmi nous. Il a été annoncé il y a quelques mois à grand renfort avec un marketing très intelligent, basé sur l'attente, avec une fiche technique qui a été dévoilée au fur et à mesure, très mystérieuse. Oui, sur les réseaux sociaux aussi. Ils ont voilà, été avec un message hyper bien ficelé. Donc, au fur et à mesure que les éléments de la fiche technique apparaissaient, on se disait mais c'est pas possible. C'est quoi c'est une machine de guerre, ce truc, etc. Et donc, il a fait beaucoup parler, mais partout dans le monde, hein, sans exception, dans tout l'écosystème. Et donc, le OnePlus One enfin lancé, mais lancé sous un mode très spécifique. C'est-à-dire que pour avoir le droit et l'honneur de pouvoir l'acheter, il faut avoir un code invitation. Donc, il faut avoir une invitation, ce qui n'est pas donné à tout le monde. C'est de la cooptation. Hein. C'est de la cooptation. Comment on arrive à avoir cette invitation ? Alors c'est vraiment au compte-gouttes, donc évidemment on s'inscrit, on donne son mail sur le site. Et certaines des personnes qui se sont inscrites recevaient cette invitation. Seulement certains le recevaient. Les forums du coup de OnePlus sont très très actifs parce que il semble quand même que OnePlus privilégie les membres du forum qui sont le plus impatients ou peut-être qui vont brosser OnePlus dans le sens du poil, etc. On récompense ceux qui font la meilleure pub en fait. C'est quand même les forums de OnePlus, c'est un concours de... Voilà, je vais rester poli. Mais... oui, je vois ce que tu veux dire. Donc, nous, on a réussi à obtenir un code, on l'a acheté. Et on s'est dit, super, on a pu avoir un code, on l'a acheté, on va le recevoir. Et là, patatras, 4 jours après, on reçoit un mail de OnePlus nous disant qu'il y avait un problème à la douane, que le OnePlus finalement ne pourrait pas être livré à temps, qu'il y aurait 2 semaines de retard à cause de ce petit logo. Je ne sais pas si on peut le voir un peu mieux à la caméra. Voilà. Hop. Le logo CE qui n'est pas réglementaire en fait. Communauté européenne. Il s'est fait refouler tout simplement à la douane parce que ce logo CE qui doit respecter une certaine forme, une certaine taille, etc. N'est pas réglementaire. D'ailleurs, la version qu'on a là entre les mains n'est pas réglementaire. Donc j'espère qu'il n'y a pas de douanier qui regarde qui va venir le récupérer chez moi. C'est pour ça qu'il y avait 2 personnes en képi qui t'attendaient en bas. Ce sera pour tout à l'heure. Non, mais c'est pas le OnePlus, c'est autre chose. Et donc, uniquement parce que le design du logo n'était pas bon. Le logo conformité européenne et de même que celui de la FCC qui est l'équivalent américain.
Florian, je sais pas si on peut le montrer. Voilà, doit répondre vraiment à des tailles très précises, très spécifiques. Voilà, donc il sait faire au foulé. 2 semaines de retard. Bon, là, enfin, je reçois mon lien pour traquer l'arrivée du colis DHL. Et j'attends. Il arrive toujours pas. Bon, là, ça n'a rien à voir avec OnePlus, mais tout simplement, le téléphone a été perdu par DHL. Oh là là, c'est pas possible. Et donc, c'était une galère. Restez avec nous, hein. L'histoire continue. Il y en a encore pour mais il est là, moins d'un quart d'heure. On l'a reçu lundi. On lui a fait évidemment subir toutes les batteries de test qu'on fait subir à des téléphones. Alors, ce qui est très intéressant... Le test est déjà en ligne. Sur le test est en ligne depuis tout à l'heure. Ouais. Alors, ce qui est intéressant, très bien, il a une fiche technique surpuissante, etc. Mais ce qui est intéressant de dire, c'est surtout que ce modèle ne coûte que 300 €. Ah oui, c'est ça qui tue. Donc on rappelle le pitch, c'est ça qui excite tout le monde, c'est que pour 300 €, on a le smartphone le plus puissant du moment. Ouais, exactement. C'est ça, clairement, selon nos tests, c'est le smartphone le plus puissant du moment. Il dépasse le S5, il dépasse le G3, enfin, il dépasse tous les smartphones très haut de gamme du moment. Il a une fiche technique pour un prix divisé par 2. Voilà. 300 € et 64 Go de mémoire interne. Et 64 Go de mémoire interne. Et il y a une version 16 Go. Alors, Christopher, on va pas dévoiler tout le test parce que ce serait très long. Donc, on vous invite à aller le lire. Il y aura une vidéo en début de semaine prochaine également sur le test vraiment du OnePlus One. Mais en 2 mots, qu'est-ce qu'il faut retenir ? Qu'est-ce qu'il faut retenir ? Il est à la hauteur ou pas ? Il est clairement à la hauteur pour le prix, en tout cas. Il a un design qui est très soigné. Rappelons que OnePlus sont des Chinois à la base. Donc on a l'habitude de dire que ils sont pas hyper forts en design. C'est bien à la base. Non, mais c'est intéressant de le remarquer. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ils sont très attachés à la finition. Donc là, évidemment, c'est très peu perceptible à la caméra, mais c'est une finition qu'on n'a jamais vue sur un smartphone, un peu feutrine. Très étonnant. Voilà, donc au-delà du toucher qui est agréable, il tient bien en main. Ouais. C'est bête à dire, mais là, on a un G3 qui est hyper beau aussi d'un point de vue design, mais voilà, qui a tendance à glisser et les perfs, hyper bien. Les perfs, elles sont vraiment au rendez-vous. On a juste noté qu'au niveau photo et vidéo, c'était pas encore ça. Ouais, il était quand même là en dessous de. Mais bon, pour 300 €, on se retrouve avec un téléphone qui quand même tient plus que la route, quoi. Hein. Voilà, tient plus que la route. Le test complet du OnePlus One en vidéo, ce sera mardi prochain, les amis, sur 01net TV. Voilà, donc dès le matin, vous pourrez retrouver ce test. Comment ça se passe alors ? Tu le gardes sous le manteau Figurez-vous qu'on a des tests très drastiques d'autonomie, notamment chez 01net, qui durent très longtemps parce qu'on teste l'autonomie en vidéo, en conversation 3G, etc. Et donc, évidemment, à chaque fois, on attend que le cycle que la charge de la batterie tombe à 0. Et donc, c'est la première fois que je vais pouvoir vraiment l'utiliser à fond. D'accord, super. Très bien, Christopher. Bravo, en tout cas. Hein. Quelle Merci, histoire. Christopher. On se croirait dans un bon vieil épisode de Derrick, finalement, avec un bon dénouement et tout ça. Merci, Christopher. La personne que vous venez de voir passer devant la caméra, c'est Delphine, qu'on retrouve dans un instant. Juste avant, il y a Julien qui nous demande sur Twitter. Delphine, c'est pour ça. Où peut-on revoir la vidéo du OnePlus One façon bref, signée Florian Beaufreton ? Eh bien, vous la verrez à 19h sur 01net, sur YouTube, sur Dailymotion. Exactement. Alors, il est 18h33. On va terminer avec une belle surprise, les amis. Puisque 01net TV est en train de vous préparer, puisque ça vient de commencer, un méga concours pour vous offrir une application, et pas n'importe quelle application. Et oui, on va vous aider à faire des photos pendant vos vacances avec votre smartphone. De quelle manière, Delphine ? Alors, c'est pas vraiment un concours, c'est un vrai cadeau. Déjà, pour commencer. Carrément. Attention. Donc, on a réuni les 25 journalistes de 01net et on leur a demandé quelles étaient les applis préférés de chacun d'entre eux pour travailler leurs photos, les améliorer, faire des petits effets et tout ça. Donc au final, on en a sorti une sélection de 10 applis photos. Ouais. La contrainte, c'était que ce soit sous iOS uniquement parce qu'on voulait faire une petite opération. Voilà, cette fois-ci, c'est un vrai parti pris, c'est que de l'iOS. Voilà. On verra pour la suite. On l'a décidé, c'est comme ça. Oui, peut-être que pour la prochaine fois, ce sera Android. Exactement. En tout cas, là, pour l'instant, c'est ça. Et l'idée, c'était l'appli préférée, la mieux notée aussi sur l'App Store actuellement, et l'appli payante. And the winner is... On l'offre à nos internautes. Donc il y a 600 000 codes gratuits, donc je pense qu'il y en a pour tout le monde. 600 000 ? Waouh ! Voilà. Alors ne dites pas le nom. En revanche, je vais le dire. Ah, je le dis pas. Non, le dites pas. En revanche, il faut se dépêcher puisque l'opération, elle ferme ses portes le 24 juillet. Voilà, ne dites pas le nom puisqu'on va le découvrir tout de suite dans cette vidéo qui va rester en ligne tout l'été. Regardez.
Salut à tous, nous allons vous présenter Facetune, une appli mobile 100% gratuite pour retoucher vos photos. Votre dernier selfie n'a pas rencontré le succès escompté? Vous inquiétez pas, on a une application pour vous. En effet, Facetune est une application de retouche photo qui vous permet de gommer tout un tas d'imperfections sur votre visage. Vous souhaitez blanchir vos dents ou gommer certains petits boutons, Facetune est vraiment l'application rêvée pour ça. Normalement au prix de 2,69 €, elle est gratuite pour vous du 10 au 24 juillet. Donc pour télécharger Facetune gratuitement, rendez-vous sur l'appli 01net. Voilà, c'est donc Facetune. Voilà, et on salue Clément et Solène qui étaient dans cette vidéo. Si j'ai bien compris, je télécharge l'appli donc 01net sur iOS. Et c'est grâce à cette application que je vais pouvoir télécharger Facetune. Il y a plusieurs façons en fait d'y arriver. Effectivement, ce qui est le plus simple, c'est quand même de le faire depuis son téléphone. Son mobile, bien sûr. Donc via l'application 01net, effectivement, vous allez trouver 2 articles. On a fait 2 petits papiers. Un papier vraiment pour ceux qui veulent absolument avoir Facetune tout de suite gratuitement avec nous. Ils rentrent dessus, ils cliquent sur le lien et automatiquement, ils seront dirigés avec le code gratuit vers l'App Store. Sur l'App Store, oui. Deuxième petit papier où là, ils ont la sélection de nos 10 applis préférées. Comme ça, ils ont un peu plus d'informations. Et puis, on peut aussi le faire depuis son ordinateur. Voilà, ça marche dans tous les cas. Vous avez raison, c'est même pas un concours. Il suffit de cliquer pour pouvoir bénéficier de cette appli. C'est un vrai cadeau. C'est top, voilà. Pour enlever les petits boutons, pour blanchir les dents. Mais bon, comme on est parfait, nous, on n'a pas besoin de Facetune. C'est ça qui est un peu dommage. Avec Facetune, je vais pouvoir enfin te prendre en photo pendant les vacances quand même, François. Parce que je pourrais te retoucher. Il m'a balancé là quand même. C'est pas joli. Voilà, Bérangère, si tu peux montrer mon écran d'ordinateur, voilà, vous saurez tout. Voilà pour donc cette appli Facetune. Merci beaucoup Delphine pour l'explication. Avec plaisir. Sachez que Jean-Marie Portal vous prépare un Phonaps spécial avec une sélection de ces applications qui ont été donc choisies par la rédaction de 01net. Ce sera mercredi prochain, donc à 18h. Jérôme, 18h36. Bon, comme d'habitude, on a un petit peu débordé. On avait beaucoup de choses à dire. C'est vrai. C'était il fallait enterrer le plasma comme il se doit. Tu sais, les funérailles, ça prend un peu plus de temps. Enterrement de première classe. Il fallait réceptionner le OnePlus One. Ça a pris du temps aussi. C'est ça, exactement. En tout cas, merci de nous suivre comme chaque jeudi. On sera là la semaine prochaine pour le dernier. Ça sera le dernier. Oui, ce sera le dernier de la saison. Le dernier 01 Live Hebdo de la saison. Mais c'est pour prendre des forces, pour se reposer un peu, pour être encore meilleur à partir de la rentrée prochaine. Avec plein de surprises à la rentrée, bien entendu. Retrouvez ce 01 Live Hebdo en replay dans quelques instants sur 01net.com. Et puis on se retrouve sur YouTube aussi. Bien, voilà. Et puis l'essentiel, l'info majeure, ce sera demain, la vidéo du jour. Voilà, très bonnes vacances à vous toutes et à vous tous. Profitez-en bien et on se retrouve demain sur 01net TV. Salut à tous, bonne soirée, merci.